parole. Et après, donc, ça sera un quart d'heure de discussion, échange. Merci Bruno, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Très bien, parfait. Eh bien, j'attaque donc. Je suis Jean-Yves Cornu, donc je travaille, comme Bruno vient de le dire, dans la même unité que Pascal Denauroy, donc au sein d'INRAE, dans l'UMR Interaction Sol-Plante-Atmosphère. Et je vous ai préparé quelques diapositives pour discuter autour du lien entre pH et disponibilité de ce que j'appellerais, dans le cadre de cet exposé, les éléments traces métalliques ou ETM, donc dans les sols agricoles. Clic. Alors, pour lister, définir un peu le terme et lister ce que je mets derrière en termes d'éléments et leur statut, les ETM qui sont importants en agriculture ont un statut soit d'oligo-éléments, soit de contaminants. Derrière oligo-éléments, donc, un nombre d'éléments sont indispensables pour la croissance des cultures à de faibles doses et dont l'accumulation en excès par ces mêmes cultures peut générer, au même titre que les carences, des pertes de rendement en lien avec leur toxicité. Ces éléments sont classiquement choisis parmi le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le molybdène, le bore et dans une moindre mesure le nickel. Ils sont importants en agriculture. Pourquoi? Évidemment, parce que leur carence ou leur toxicité génèrent des baisses de rendement qui peuvent être très importantes, voire très importantes dans le cadre de carences très prononcées. Et de manière un peu plus récente, on s'intéresse finalement à leur apport en termes de valeur nutritionnelle, de qualité nutritionnelle des produits agricoles. On chercherait à moduler à la hausse. D'un autre pendant, il y a les ATM dits contaminants, donc qui n'ont pas de rôle physiologique et qui posent un problème en agriculture par rapport à la qualité sanitaire des produits agricoles. Au niveau européen, depuis 2006 pour les denrées à destination de l'alimentation humaine, ces éléments listés dans cette norme sont le cadmium, le plomb, l'étain, SN, le mercure, Hg, et cette norme va bientôt, a priori, s'ouvrir à d'autres éléments contaminants qui ne sont pas pour les puristes des ETM à proprement parler, comme l'arsenic, voilà, et éventuellement le nickel aussi, qui ferait partie de cette norme à l'avenir. Un exemple de cette teneur qui pose problème ou qui peut poser problème dans certains contextes, c'est la teneur en cadmium dans les céréales et notamment dans le grain de blé qui est fixée par cette norme comme ne devant pas dépasser 0,2 mg par kilogramme de produits récoltés à l'humidité à la récolte. Clic. Voilà, donc un point très rapide sur le rôle physiologique que jouent les oligoéléments pour les cultures. Alors pour les éléments qui ont des propriétés redox, dont différents états d'oxydation, comme le fer, le manganèse ou le cuivre, ils jouent un rôle d'accepteur et de donneur d'électrons et donc jouent un rôle dans la chaîne de transport des électrons. On comprend bien qu'ils vont impacter directement tout ce qui est respiration et photosynthèse. Ils jouent également un rôle très important, ces ETM, ces oligoéléments, pour une grande partie d'entre eux vis-à-vis du fonctionnement des protéines et notamment des enzymes, puisque un certain nombre de ces enzymes ou protéines sont des métalloprotéines, donc elles ont besoin, pour fonctionner, de la présence d'un certain nombre d'ETM sur leur site actif pour avoir l'activité escomptée. Et pour exemple, le zinc compte, pour exemple, il existe plus de 500 métalloprotéines du zinc dans le règne végétal, donc il nécessite du zinc pour fonctionner. La déficience en ces oligoéléments génère donc des carences. Les plus connues d'entre elles et qui vont poser historiquement des problèmes en agriculture sont par exemple le fer sur tout ce qui est pêché et en règle générale en arboriculture, notamment en contexte calcaire, qui se traduit par donc, ces chlorosphériques bien caractéristiques et bien recensées, bien décrites, souvent décrites. La carence en manganèse sur orge avec ces petites taches blanches, taches noires sur le limbe foliaire. Et puis, ces chloroses intervénaires dues à une déficience en zinc sur maïs, comme le montre la troisième photo. Une autre carence très souvent décrite, c'est la carence en bord sur betterave, que je n'ai pas illustré ici. Clic. Donc, je vous l'ai dit, les oligoéléments, attention à l'excès ou à consommer avec modération, puisque leur accumulation excessive dans les couverts peut générer des impacts, des toxicités fortes et pénaliser également la croissance. Un exemple de la toxicité manganique sur betterave vous est montré à gauche, qui provoque un anisme des plantes en même temps qu'une dépigmentation. Et puis, donc, cette toxicité est liée à un stress oxydant pour un certain nombre d'éléments. Donc, l'accumulation excessive génère des
la synthèse d'espèces réactives de l'oxygène qui sont très toxiques pour la plante. De même, cette toxicité peut se traduire par une perturbation enzymatique. On parlait de métalloprotéines. Donc, trop de métaux peut également perturber ces métalloprotéines avec des substitutions potentielles de métal dans les sites actifs. Et puis, une dernière possibilité, c'est un peu induire des carences. C'est ce que montre la photo de droite. Les surplus de cuivre dans les sols antécédents viticoles, par exemple dans le Languedoc, lorsqu'on les replante en céréales type blé dur, génèrent des chlorosphériques qui impactent très négativement les rendements de ces céréales. Donc là, c'est une carence induite, a priori, en fer, en lien avec l'excès de cuivre dans les sols. Il y a également à préciser que cette situation reste très rare en contexte agricole. Voilà, clic, merci. Dernière idée avant d'aborder l'aspect pH, c'est que de la carence à l'excès, il n'y a parfois qu'un pas. Et donc, dans le tableau que je vous montre ici, figurent les concentrations critiques de carence et les concentrations critiques de toxicité. Et on voit pour un oligoélément tel que le cuivre que finalement, la concentration critique qui est de 3 à 5 mg par kilo en moyenne pour les cultures n'est que de 20 à 30 mg par kilo en ce qui concerne la concentration critique de toxicité. Donc, il y a moins d'un facteur, il y a un facteur à peine supérieur à 10 entre les concentrations critiques de carence et de toxicité pour ce métal. Cette fourchette est donc particulièrement étroite et on comprend bien qu'il y a un intérêt à piloter de manière assez fine la disponibilité de certains de ces oligoéléments dans le sol pour éviter pour être bien au sein de cette fourchette qui est nécessaire à la bonne croissance du couvert. Clic. Donc, les bases du raisonnement de la fertilisation des oligoéléments, je vous ai dit que les cas de toxicité étaient relativement rares. Donc, l'objectif premier, c'est avant tout d'éviter les carences. Et ce, en jouant sur le stock d'oligoéléments dans les sols, mais de manière encore plus forte, c'est sur la disponibilité de ce stock pour le couvert. Et ce, alors, d'une manière durable, sans induire de carence en d'autres éléments et sans induire d'accumulation concomitante d'éléments traces métalliques toxiques qui nuira à la qualité sanitaire du couvert. Clic. Et c'est là où le pH intervient, c'est dans le rôle qu'il joue vis-à-vis de l'impact qu'il a sur la disponibilité de ce stock d'oligoéléments dans les sols. Donc, c'est un driver majeur du transfert ou de la disponibilité des oligoéléments ou des ETM dans les sols. Le schéma ici vous montre finalement la même chose que ce que vous disiez un peu Pascal Denoy pour le phosphate, c'est que la racine prélève ces ions, les éléments sous leur forme ionique libre en solution de sol. Et donc pour les ETM, comme pour le phosphore, en fait, alors que la plante les prélève sous leur forme ionique libre en solution, l'extrême majorité de ces ETM est fixée sur la phase solide. Donc pour les ETM, c'est avant tout les oxydes, la matière organique et les argiles qui sont les phases de rétention. Et donc pour que ces ETM soient disponibles pour le couvert, il faut donc qu'ils soient mis en solution, donc rendus solubles. Puis, au sein de la solution, et ça, c'est une spécificité des ETM, il faut qu'ils soient donc sous forme libre. Et la spécificité, c'est que là, la spéciation joue particulièrement beaucoup pour les ETM, puisqu'ils ont une affinité beaucoup plus forte que d'autres ions, notamment le phosphore, vis-à-vis de la matière organique soluble. Donc, on le verra un petit peu après, mais ça, c'est un point important à retenir de la spécificité des ETM dans les sols, de leur comportement. Dernière chose à noter sur cette diapositive, c'est qu'il y a d'autres drivers que le pH, évidemment, qui conditionnent la disponibilité des ETM dans les sols, le potentiel redox, notamment pour le manganèse et le fer, ainsi que la matière organique. Clic. Voilà, donc je vous ai dit que le pH jouait sur la solubilité des ETM dans les sols, c'est avant tout via l'effet qu'il a sur l'absorption, désorption de ces ETM. Je vais passer assez vite là-dessus, parce que ça a déjà été abordé plusieurs fois, mais il joue sur cette sorption-désorption en modifiant les charges variables des phases porteuses. Et chose importante pour les éléments traces métalliques, également sur l'état d'hydrolyse de ces métaux, ces ETM, dans la solution de sol. Donc, leur capacité à former, par exemple, à partir de l'ion libre M2+, les formes MOH+, qui ont une affinité différente pour les phases. C'est ce qui est… non, c'est la diapo d'avant. Voilà, à droite, en fait, vous voyez la quantité sorbée sur un oxyde de fer, l'hématite à différents pH, et vous voyez bien ces sigmoïdes qui vont dans le sens d'une sorption plus importante à pH alcalin. Vous voyez aussi que ces sigmoïdes sont décalés en fonction du métal de gauche à droite, le plomb ayant une sigmoïde finalement qui se dessine à pH plus acide, et ça, c'est en lien avec finalement l'effet du pH sur l'état d'hydrolyse de ces différents métaux, le plomb ayant tendance à s'hydrolyser à plus bas pH que les autres métaux du diagramme.
Dernière chose à dire sur cette diapositive, c'est que le pH en contexte calcaire joue également sur la disponibilité des ETM via des réactions de dissolution-précipitation, mais pas des pH inférieurs. Clic. Voilà, une deuxième manière de rendre compte de cet effet du pH sur la solubilité, c'est quand et là je vous invite à regarder la gauche de la diapositive, quand on fait figurer le coefficient de partage ou KD des ETM en fonction du pH. Donc plus le KD est important, plus le métal est proportionnellement sorbé et fixé de manière importante sur les phases. Et donc, on voit bien que le KD augmente à mesure que le pH augmente, et ce pour le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb ou le zinc, mais dans des relations qui sont évidemment métal spécifiques. Là, derrière ce diagramme, vous avez un certain nombre de sols et de contextes pédologiques différents. Donc, il y a quand même une relation relativement robuste entre ces deux variables. Et à l'inverse, j'ai oublié jusque-là, mais vous avez quand même quelques oligoéléments ou ETM qui ne se comportent pas comme des cations métalliques dans les sols, notamment le molybdate le molybdène et l'arsenic qui génèrent des anions type arséniate et molybdate et dont la relation vis-à-vis du pH est inverse. Plus le pH augmente, plus finalement la concentration de ces deux éléments a tendance à augmenter en solution de sol. C'est ce qui vous est montré sur la droite. Clic. Enfin, le pH joue sur la spéciation des ETM dans la solution, comme je vous l'ai dit. Il joue pourquoi dans quel sens? C'est-à-dire qu'une hausse de pH a tendance à favoriser la déprotonation des groupements carboxyliques et phénoliques de la matière organique présente en solution. Et donc, plus le pH augmente, plus la fraction du cuivre libre va avoir tendance à diminuer au profit de la fraction complexée par la matière organique. Et ce processus est particulièrement important pour les éléments qui ont une forte affinité pour la matière organique soluble, telle que le cuivre. C'est ce qui vous est montré à droite, où je vous ai montré la spéciation du cuivre en solution de sol à différents pH, et on voit que de pH 5,5 à pH 7,5, la fraction de cuivre libre en solution de sol peut passer de 10% jusqu'à des pourcentages quasiment infinitésimaux de l'ordre de 0,01%. Clic. Alors, le fait que le pH soit un fort driver de la disponibilité, ça se traduit par le fait que le pH est présent dans presque tous les modèles statistiques de transfert sol-plante des ETM. Un premier exemple que je vous montre ici, c'est la relation statistique qui dit la concentration en cadmium du grain vis-à-vis de paramètres du sol, parmi lesquels le pH, la matière organique, la concentration totale en cadmium du sol. Et on voit que dans différentes études, le meilleur modèle statistique, qui présente les différents modèles statistiques et les meilleurs qu'ils ont eus, le pH est toujours présent. Clic. Un deuxième exemple que je vous laisserai regarder, c'est sur les oligoéléments, cette fois dans les pailles de riz. Et pareil, même démarche, on voit une fois encore qu'à l'exception du plomb, le pH figure dans tous les modèles statistiques les meilleurs qui ont été observés pour la liste des éléments qui figurent dans ce tableau. Clic. Oui. Donc, la phytodisponibilité des ETM est donc inversement liée au pH, on l'aura compris, excepté pour le molybdène. C'est ce qui vous est montré ici, où vous avez finalement des concentrations dans les parties aériennes du nickel, du cadmium et du manganèse qui ont tendance à baisser à mesure que le pH augmente. On comprend bien que ça va générer un problème de qualité sanitaire des récoltes dans les sols à pH dit acide, et à l'inverse, un problème de rendement et de valeur nutritionnelle des récoltes potentielles à des pH plus alcalins. Clic. Voilà, donc je voulais vous montrer pour finir deux exemples de manipulation des pH pour moduler le transfert sol-plante des ETM en agriculture. Clic. Le premier exemple, c'est de l'importance de relever le pH du sol par chaulage pour limiter la contamination du blé dur par le cadmium. Vous l'aurez compris, ce sont les travaux portés. Ici sont présentés la simulation de l'effet du pH et de l'effet de la teneur en cadmium du sol sur la probabilité de non-conformité des grains de blé dur vis-à-vis de la norme européenne, ici qu'on a fixé à 0,15 parce que c'est ce vers quoi elle tend, vis-à-vis de la teneur maximum en cadmium des grains. Pour deux variétés de blé dur, Miradou, la moins accumulatrice de cadmium sur la gauche, Relief, la plus accumulatrice de cadmium sur la droite. Et on voit en ordonnée l'influence du pH. On voit que pour une variété peu accumulatrice, dès qu'on a plus de 0,7 mg par kilo de cadmium dans le sol, on voit que dès lors qu'on descend à des pH inférieurs à 6,5, on commence à avoir des probabilités de non-conformité qui augmentent, et ce de manière encore plus drastique pour Relief, qui est une variété plus accumulatrice de cadmium. Un dernier exemple, où là où on essaye, et c'est plus difficile, à mon avis, intuitivement, vous l'aurez compris, d'abaisser le pH du sol
pour augmenter les concentrations en fer du couvert dans des substratums calcaires. Le soufre élémentaire, on en a déjà parlé, c'est un fertilisant acidifiant. Donc à gauche, c'est pour vous l'illustrer. Le pH du sol a tendance à baisser à mesure que les teneurs, les ajouts de soufre sont importants. Et ça a un effet que lorsque c'est cumulé avec un apport en fer fertilisant, dans ces substratums, on arrive quand même, dans le tableau de droite, à augmenter la teneur en fer du couvert. Par exemple, on compare le traitement C au traitement soufre plus fer, on voit qu'on arrive presque à doubler, alors que les teneurs en zinc du couvert, elles, ne bougent pas sous ces mêmes traitements. Donc ça peut être également un levier qui est testé, en tous les cas, dans la littérature. Clic. Pour conclure, j'ai essayé de vous souligner que le pH était un driver clé du transfert sol-plante des ETM. Il était déjà largement utilisé pour corriger les situations de carence, mais surtout les situations de contamination, où finalement on a tendance à dire qu'en dessous de pH 6,5, il faut éviter, pour éviter la contamination trop forte des couverts par les foliaires. Un apport de matière organique, c'est par exemple ce qui a été conseillé par Arvalis pour lever la toxicité cuprique dans les sols à antécédents vitaux. La création variétale, il y a eu un exemple de l'effet variété sur l'aspect cadmium, mais un très bon exemple de création variétale, c'est en vitis pour lever la carence ferrique, tout ce qui est porte-greffe de type fer-cal qui ont bien solutionné le problème. Et enfin, pour répondre aux enjeux actuels en termes de qualité et de durabilité, je pense qu'on a besoin d'une vraie vision intégrée de l'effet du pH sur la disponibilité des ETM dans le sol. On a vu qu'il n'était pas le même en fonction des ETM en question, évidemment en fonction des sols, de leur pouvoir tampon, etc. On a besoin d'intégrer toutes ces connaissances pour pouvoir simuler de manière correcte. Et ce, par exemple, pour éviter d'augmenter la valeur nutritionnelle, pour augmenter la valeur nutritionnelle sans nuire à la qualité sanitaire et vice-versa. Enfin, je pense qu'on peut réfléchir à des leviers un peu différents de type agroécologique pour varier le pH, peut-être dans la rhizosphère, par exemple, via des co-cultures avec des plantes acidifiantes ou d'autres types de procédés qui permettraient de gagner peut-être en durabilité, par exemple des co-cultures avec des légumineuses. Bon, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Yves.